Bonjour à tous. Ces derniers temps, pour diversifier mon contenu, j'ai pas mal exploré avec vous les ouvertures que j'apprécie avec les blancs, comme les anti-siciliennes et la variante d'avance de la défense française. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir à notre bonne vieille défense harlequine que j'ai commencé à explorer sur ma chaîne depuis son lancement. Après E4, cavalier F6, on entre déjà dans la défense harlequine et les noirs annoncent la couleur dès le premier coup. Ils s'en prennent directement au centre des blancs et les invitent à pousser le pion pour gagner de l'espace, parce qu'en E5, le pion sera une cible plus facile à atteindre que s'il était resté en E4. La défense harlequine est une excellente arme secondaire si on veut lutter contre E4, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle est très peu connue des amateurs jusqu'à un niveau assez élevé, et on tombe très rarement sur les meilleures variantes. Même les gros youtubeurs conseillent des lignes inoffensives pour la contrer avec les blancs, et négligent des finesses importantes, car ils n'ont pas lu les livres récents consacrés à cette défense. Deuxièmement, on n'aura pas, avec les noirs, à apprendre de longues variantes tranchantes, mais on devra surtout comprendre des idées stratégiques liées au centre. Détail très important, on n'aura pas de faiblesse sur laquelle les blancs pourront taper. On aura juste un petit problème d'espace. J'adore employer la défense harlequine contre les joueurs d'attaque, car elle est montée sur ressort et peut rapidement sortir les griffes si les blancs sont trop directs dans leur approche. Si cette ouverture vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo d'introduction que je lui ai consacrée il y a déjà un moment. Le lien apparaît en haut à droite. En ce qui concerne les variantes les plus fréquentes, je les ai déjà abordées en analysant une dizaine de parties complètes. Je vous indique, là aussi en haut à droite, le lien de la playlist. Pour les blancs, le plus ambitieux, c'est de relever le défi au moyen de E5. Ils misent sur l'avantage d'espace. Le cavalier se centralise logiquement et propose aux blancs de le chasser de nouveau au moyen de C4. J'ai déjà traité des variantes qui découlent de ce choix, et j'ai aussi parlé de la variante principale qui commence par D4. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une ligne secondaire qui est assez populaire au niveau amateur. C'est celle où les blancs proposent l'échange du cavalier centralisé au moyen de cavalier C3. Mais avant, je vais rapidement parler de fou C4. Ce coup n'est pas à craindre. Il n'y a qu'à replier le cavalier en B6, on gagne un temps sur le fou et on l'oblige à se replier. En général, il le fait en B3 pour rester sur sa diagonale la plus active. Les noirs n'ont rien à craindre ici parce qu'ils n'ont qu'à investir le centre en jouant D5. Si les blancs ne prennent pas en passant, alors ce fou va être assez mauvais. Le fou de case blanche des noirs, lui, pourra s'exprimer en venant en F5. Et si les blancs prennent en passant, on n'a qu'à reprendre du pion E pour accélérer notre développement, et au bon moment, on jouera D5, ce qui rendra ce fou B3 inoffensif pendant un moment. Les blancs ont déjà renoncé à tout avantage. Venons-en par conséquent à cavalier C3. Pendant longtemps, j'ai été assez ennuyé pour trouver une ligne qui reste ambitieuse contre cette variante. Les noirs ont beaucoup de moyens d'égaliser facilement, mais la question c'est comment faire pour maintenir une position vivante avec un peu de jeu. Avant, j'avais tendance à jouer E6, mais ça peut amener à des positions assez plates. Après, par exemple, le cavalier prend D5, dame F3, attaquant le pion D5, C6, D4, D6, E prend D6, fou prend D6, fou D3 et petit roc. On n'a aucun déséquilibre intéressant dans la position et on a une égalité assez plate, même au niveau des structures de pions finalement. Et ça, ce n'est pas du tout le genre de position que j'aime jouer. J'aime les positions où il y a des déséquilibres. Je ne joue donc plus E6 maintenant, mais je prends en C3. On échange ce que Nimzowitsch appelait le croquetant, c'est-à-dire une pièce qui s'est déjà déplacée plusieurs fois, contre une pièce qui n'a joué qu'une seule fois. Mais c'est pour mieux s'en prendre au pion E5 ensuite. En général, les blancs reprennent du pion D ici. S'ils reprennent du pion B, alors je propose une approche originale qui va ressembler à celle de la partie qu'on va étudier juste après, c'est G6. Après D4, D6, on s'en prend déjà au pion E5 et on va renforcer la pression au moyen du fou en G7. J'aime vraiment ce plan parce qu'il rejoint finalement l'esprit de la défense harlequine, sans prendre au centre des blancs. S'ils échangent en D6, bien sûr, ils renoncent à leur avantage d'espace et après C prend D6, les noirs finiront leur développement et seront même prêts à pousser au centre.
Donc les blancs ont plutôt intérêt à s'accrocher à leur pion central. S'ils le font avec des pièces, par exemple avec fou F4, alors on va simplement faire converger toutes nos pièces vers le pion E5. Fou G7, cavalier F3, petit roc, il ne faut pas oublier la sécurité du roi, fou D3 par exemple, et maintenant cavalier C6. Si les blancs roquent, on joue fou G4 et on renforce au moyen d'un clouage la pression sur le pion E5. Ce pion n'est plus assez défendu maintenant. Il est attaqué 3 fois et défendu en réalité 2 fois uniquement. Donc les blancs ont plutôt intérêt à jouer tour E1 et après D prend E5, D prend E5, on peut, si on veut, renforcer la pression sur le pion central au moyen de dame D5. On menace au passage de dégrader encore un petit peu plus la structure de pion des blancs. Donc dans ce genre de position, on peut dire que les noirs sont en train de prendre l'avantage. Si les blancs jouent fou E4, on n'a qu'à jouer dame C5 et on s'en prend à une autre faiblesse qui est le pion C3, tout en maintenant une pression sur le pion E5. Après D6, défendre le pion central au moyen d'un pion supplémentaire a l'air plus solide. Mais pendant ce temps-là, les blancs ne développent aucune pièce. En plus, leur centre n'est pas si invulnérable que ça, parce qu'après fou G7, cavalier F3, les noirs peuvent prendre en E5. D prend E5, évidemment, n'est pas l'idéal parce qu'on se ferait déroquer avec les blancs. Donc F prend E5 est la seule manière de conserver un avantage d'espace. Mais maintenant, on peut s'en prendre au centre des blancs, cette fois au moyen de C5. Un plan qui rappelle ce qu'on peut jouer contre les variantes principales de la défense harlequine. Prendre en C5 serait évidemment très affaiblissant. Les blancs se retrouveraient avec des pions triplés sur la colonne C, et surtout un pion E5 qui manquerait cruellement de défenseurs. Donc les noirs prendraient un net avantage là. Le pion est donc obligé de rester en D4, mais il va être assiégé par cavalier C6, puis fou G4. La pression qu'on avait tout à l'heure sur E5 s'est transférée dans cette variante au pion D4. Après cavalier prend C3, les blancs ont donc plutôt l'habitude de reprendre du pion D pour accélérer leur développement, mais pour cela, ils acceptent de fragiliser leur pion E5 et de l'échanger quand il sera assiégé. Dans cette position, la ligne principale, c'est D6, justement pour s'en prendre au pion E5 directement, et après cavalier F3, cavalier C6, qui renforce la pression sur E5, les blancs essayent de tenir E5 en jouant fou B5, et après fou D7, dame 2, E6, ils continuent en général par fou F4 pour installer une pièce en E5 au lieu du pion, si jamais les noirs prennent. On peut dire que les blancs tiennent bien leur centre, même s'il n'y a rien de bien grave pour les noirs. J'ai trouvé une autre manière de traiter cette variante qui me plaît davantage. En effet, ici, avec les noirs, on est un petit peu à l'étroit et c'est un petit peu passif quand même. Après D prend C3, si vous avez envie de garder un petit peu d'activité du côté des noirs et de provoquer des déséquilibres dans la position, je vous conseille de jouer plutôt G6. Dans les bases de données, ce coup n'arrive qu'à la 4e place, alors qu'on est déjà dans une variante secondaire de la défense harlequine. Autant dire qu'on est largement sorti des sentiers battus, alors qu'on vient juste de jouer le 4e coup. Aucun grand joueur n'a joué cette ligne, mais je suis tombé sur plusieurs parties de forts amateurs, dont une qui a été disputée en 2004 entre un 2100 Elo et un 2300 Elo. Les modules donnent une égalité approximative dans cette variante, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que G6 inaugure un plan qui ressemble à ce qu'on a vu juste avant. L'idée est simple, on veut s'en prendre au pion E5 en postant le fou en G7 et en jouant D6. Si les blancs s'accrochent à leur pion, bien sûr, on complétera le dispositif par cavalier C6 après avoir roqué, et si jamais les blancs jouent cavalier F3 tôt ou tard, on pourra jouer fou G4 pour le clouer. Si jamais les blancs échangent en D6, au moment où on aura joué ce coup, alors la diagonale du fou s'ouvrira. Dans la partie qui nous intéresse, Brockman a défendu sans tarder son pion central, et pour ça il a choisi de jouer fou F4. C'est la continuation qui présente le plus de souplesse, parce qu'après fou G7,
Les blancs ont 2 plans à leur disposition pour essayer de valoriser leur avantage d'espace. L'enjeu de la position est simple. Est-ce que les blancs vont réussir à tenir le pion E5 assez longtemps pour valoriser justement cet avantage d'espace? S'ils y parviennent, ils auront le temps de monter une attaque contre le roi noir. Par contre, si les noirs réussissent à assiéger et à anéantir ce pion E5 à temps, alors ils n'auront plus rien à craindre. On a là quelque part l'illustration d'un principe qu'il faut absolument connaître aux échecs. Pour prévenir une attaque sur l'aile roi, il faut contre-attaquer au centre. Le plan le plus dangereux, en apparence, consiste à jouer dame D2 pour pouvoir roquer rapidement du grand côté et pour pouvoir enchaîner par fou H6 qui mènera à l'échange du fou G7. Cet échange fragiliserait le roc des noirs s'il roquait du petit côté, évidemment. Le problème qui va se poser pour les blancs, c'est que pour pouvoir jouer fou H6, il va d'abord falloir bien consolider le pion E5. C'est le choix qu'ont fait les blancs dans la partie. Une autre continuation était possible. Elle consistait à bien consolider le pion E5 avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je vous montre rapidement comment les noirs devraient réagir sur ce genre de plan. Après fou C4, qui place le fou sur sa meilleure diagonale, alors petit roc, cavalier F3, et maintenant D6. On commence à assiéger le pion E5. Les blancs ont intérêt à le consolider par dame E2 s'ils ne veulent pas renoncer à leur avantage d'espace, mais le combat autour du pion central pourrait continuer par le clouage fou G4, étant donné que E6 n'est pas une menace sérieuse pour le moment à cause de D5. Après E prend F7 échec, tour prend F7, les blancs se retrouveraient avec 2 pièces en prise et seraient obligés de trouver le périlleux dame D2 qui sauve in extremis leur matériel à cause du clouage du pion D. Les noirs auraient alors l'occasion de dégrader la structure de pion des blancs, ce qui leur permettrait de prendre tout doucement l'avantage. Au lieu de ce coup agressif E6, les blancs peuvent jouer tout simplement grand roc, ce qui revient à défendre de nouveau le pion E5, parce qu'il y a un clouage maintenant sur le pion D6. Les noirs n'ont pas du tout intérêt à échanger en F3 ici, parce que les blancs pourraient reprendre de la dame, ou mieux encore du pion, et envisager la poussée E6 dans les prochains coups. Au lieu de ça, il faut sécuriser la case E6 en prévenant cette poussée. Donc dame D7 est le meilleur coup ici. Si jamais les blancs jouent H3, eh bien on va garder notre paire de fous en jouant fou E6. Sinon, on va tout simplement finir notre développement au moyen de cavalier C6 et tour A D8. La pression sur E5, de toute façon, n'a pas disparu. Si, au lieu de dame E2, les blancs décident de prévenir le clouage fou G4 en jouant H3, alors on va continuer tout simplement par cavalier C6, et après dame E2, qui menace de jouer E6 dans certaines variantes, on va là aussi sécuriser la case E6 en jouant dame D7, même si notre fou n'est pas encore développé. En effet, dame D7 introduit une petite menace, c'est dame F5, qui attaquerait le fou F4 et qui renforcerait la pression sur le pion E5. Avec ce coup, on viendrait à bout du pion central des blancs. Finalement, le plan à base de fou C4 n'est pas si dangereux que ça si on a bien conscience du danger et si on garde comme objectif premier d'assiéger et d'anéantir le pion E5. Le plan à base de dame D2, qui a été choisi dans la partie, est-il plus dangereux? Eh bien en fait, pas vraiment, à condition, là aussi, d'avoir conscience des risques. Madsen, avec les noirs, a bien montré comment négocier cette position. Il a continué par cavalier C6 dans la partie, et après cavalier F3, il a enchaîné par D6. Maintenant, si les blancs veulent jouer fou H6 et échanger les fous de case noire, ils doivent soulager la pression sur le pion E5 en prenant en D6. Ils n'ont pas le choix. Mais après, c'est prendre D6, fou H6. Les noirs ne sont pas du tout obligés de roquer du petit côté. Ça reviendrait à roquer du côté cimetière, c'est-à-dire à roquer du côté qui va être affaibli, et du côté où les blancs comptent attaquer. Au lieu de ça, on peut prendre en H6, et après dame prend H6, préparer la retraite du roi noir. Et pour ça, le plus précis, c'est de jouer fou E6. Parce que si les blancs attaquent
la tour en H8, on va fuir avec le roi. Les blancs n'ont aucun moyen de l'atteindre. On peut imaginer par exemple fou B5, dame B6, cavalier D4, et maintenant on peut chasser la dame par tour à G8 et mettre le roi en sécurité en C7. C'est comme si les noirs avaient roqué du grand côté ici, finalement. On a une partie à peu près égale qui va se dessiner après fou prend C6, B prend C6, cavalier prend E6 échec, F prend E6. J'ai vu cette continuation dans une autre partie de Forts Amateurs. Je vous mets la référence si vous voulez aller la regarder. Dans la partie qui nous intéresse, au lieu de prendre en D6, Brockman a décidé de maintenir la tension en jouant grand roc. Les noirs ont continué par fou G4 parce que ce coup force l'échange en D6 maintenant. Le pion E5 est en effet trop sous pression. Après E prend D6, les noirs ont repris du pion C. On voit qu'ils commencent à prendre l'avantage numérique au centre. Et après fou E2, ils ont continué par dame A5. Ils commencent à mettre la pression sur le roc des blancs et montrent à leur adversaire qu'ils ont, eux aussi, des chances d'attaque maintenant que la question du centre a été résolue. Ce dernier point est très important. On n'attaque pas à l'aile roi ou à l'aile dame si on n'a pas l'avantage au centre. Donc cette séquence et cette partie de manière générale illustrent à merveille, je trouve, la relation entre attaque à l'aile et gestion du centre. La manière la moins affaiblissante de défendre le pion A2, ici, c'est bien sûr de jouer roi B1, c'est ce qui a été choisi. Et là, on est à la croisée des chemins pour les noirs. On a une position qui a quelques points communs avec la sicilienne dragon, pour ceux qui connaissent. Et du coup, les noirs ont été tentés d'attaquer directement sur la colonne C en postant leur tour en C8. Mais ils ont oublié un détail. S'ils jouent leur tour en C8, comment ils vont ensuite assurer la sécurité de leur roi? Ils ne vont pas laisser leur roi en plein milieu de l'échiquier, donc ils vont être obligés de roquer du petit côté. Mais on l'a dit, comme les blancs projettent de toute façon de jouer fou H6, cela revient à roquer du côté qui va être affaibli. L'approche la plus prudente ici consistait à jouer grand roc. S'ils avaient joué ça, les noirs auraient maintenu une position incertaine. L'inconvénient, bien sûr, c'est que la colonne C ne peut plus être occupée pour le moment par une tour. Ici, on n'a pas à avoir peur d'un coup comme cavalier G5, qui viserait à s'en prendre au pion F7, parce qu'après l'échange des fous de case blanche, on pourrait tout simplement jouer dame F5 pour bien protéger le pion. Si après grand roc, les blancs jouent par exemple fou E3, alors on va pouvoir jouer fou E6 pour renforcer la pression sur A2. Et après A3, on peut jouer H6 qui empêche définitivement cavalier G5. Et s'il y a un camp qui doit faire attention à la sécurité de son roi, c'est bien le camp des blancs. Un plan possible pour les noirs serait roi B8, puis tour C8 et cavalier E5. Pour empêcher cette idée, les blancs vont devoir rapidement jouer cavalier D4, ce qui va mener à des échanges qui vont simplifier la position. Par exemple, le cavalier D4 tout de suite. On doit empêcher les blancs de gagner la paire de fous, puisque la position est quand même relativement ouverte. Donc cavalier prend D4. Et après C prend D4, dame prend D2, tour prend D2. La position s'aplanit et devient égale. Par contre, après tour C8, le coup de la partie, les noirs ont bien failli se retrouver moins bien. Les blancs ont logiquement continué par fou H6 pour affaiblir le futur roc des noirs, et Madsen a dû se résoudre à roquer du petit côté ici. Si on prend en H6, la dame va arriver, elle va contrôler la case F8 et notre roi va être obligé de rester en plein centre alors qu'il y a une colonne E semi-ouverte. Donc petit roc est pratiquement forcé. C'est maintenant que les blancs auraient pu lutter pour un petit avantage. Pour ça, ils auraient dû jouer H3. Si le fou se replie en E6, évidemment, les blancs sont obligés de jouer A3 pour parer les menaces sur le grand roc.
Et les noirs doivent faire très attention au plan des blancs. Je vous montre quelle pourrait être leur idée sur un coup comme tour C7. Les blancs pourraient prendre en G7 et après roi prend G7, enchaîné par cavalier G5. Ils menacent de détruire la structure de pion des noirs. Donc replier le fou semble pratiquement forcé sur le plan stratégique, mais après fou D7, il y a un très bon coup qui est H4, qui non seulement prépare l'ouverture de la colonne H, mais libère la case H3 pour le cavalier qui va se recycler en F4, et de la case F4, il pourra venir en D5 au bon moment. L'occupation de la case D5 ne pourra pas trop être contrariée par un coup comme E6, parce que ça affaiblirait trop le pion D6. Et pendant ce temps-là, l'attaque des noirs, elle patine un petit peu. Dans cette variante, après A3, si on n'a pas envie que les blancs exécutent leur plan, on doit se résoudre à jouer F6, mais on ne peut pas dire que ce soit très joli. Je précise qu'après H3, si les noirs prennent en F3, ça ne va pas régler leur problème, parce que c'est le fou qui va devenir actif. Après fou prend F3, tour F8 par exemple, un stratagème standard pour préparer fou H8 et éviter l'échange des fous de case noire, et bien là, l'échange intervient avant que le fou se replie, et après roi prend G7, les blancs peuvent continuer par G4, par exemple, et ils pourront s'installer en D5, mais cette fois avec le fou. On aura du mal à le chasser au moyen de E6, parce que ça affaiblirait beaucoup trop les cases noires, et en particulier le pion D6. Le problème, c'est qu'après fou D5, les blancs pourront continuer par H4, H5, et les nuages ne vont pas tarder à s'amonceler autour du roi noir. Pendant ce temps-là, l'attaque des noirs ne mène nulle part. C'est là qu'on voit la différence entre un maître et un amateur. Parce qu'un amateur est toujours un petit peu plus pressé qu'un maître. Dans la partie, après petit roc, les blancs ont pris immédiatement en G7, mais après roi prend G7, H3 fonctionne beaucoup moins bien que dans la variante que je viens de montrer. En effet, maintenant, après fou E6, A3 ou B3, les noirs ont la ressource importante dame C5, qui ne laisse pas le temps aux blancs de jouer leur plan à base de cavalier G5. En effet, le pion F2 est attaqué. Tant que les fous de case noire étaient sur l'échiquier, les noirs n'avaient pas cette ressource, parce que le fou des blancs aurait pu se replier en E3, tout simplement. Mais maintenant, ce coup assure une égalité confortable aux noirs. Dans la partie, après roi prend G7, les blancs ont préféré jouer cavalier D4. Bien sûr, il ne faut surtout pas prendre en D4 ici, parce que sinon la dame reprendrait sur échec et on aurait une attaque double. Mais fou prend E2 suffit pour obtenir une position égale. Dame prend E2 est possible ici, mais les noirs auraient pu répondre dame E5. Un coup de centralisation qui règle tous leurs problèmes. C'est pour ça qu'après fou prend E2, les blancs ont tenté le coup intermédiaire cavalier prend C6. Après tour prend C6, dame prend E2, on a l'impression qu'on s'achemine vers un combat de pièces lourdes à peu près égal. Mais en fait, les chances d'attaque se situent plutôt du côté noir maintenant. On peut facilement paniquer quand on doit défendre ce genre de position, surtout si on n'a plus beaucoup de temps à la pendule. C'est ce qui a fini par arriver dans la partie d'ailleurs. Les blancs ont complètement perdu pied. Après tour B6, ils auraient dû faire preuve de sang-froid et ignorer la menace dame prend C3 en prenant tout simplement en E7. Parce qu'après dame prend C3, B3 protège efficacement le roi blanc. Et au passage, les blancs se seraient débarrassés d'un de leurs pions doublés, tout en abîmant la structure de pion des noirs, puisque maintenant, le pion D se retrouve isolé. Bien sûr, les noirs ont encore quelques chances d'attaque. Ils peuvent essayer par exemple tour C8. Mais là, il est assez facile de défendre au moyen de dame E4. Les blancs doivent faire encore attention, en particulier aux manœuvres de tour sur la colonne A. Vous allez le voir,
la partie a rapidement pris un tournant dramatique, puisqu'après tour B6, les blancs ont joué le faible coup roi A1. Les blancs prennent peur et la partie va basculer. Les noirs ont joué tour C8 ici, et en faisant ça, ils créent une grosse menace qui a complètement échappé aux blancs. Est-ce que vous voyez cette menace? Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. La menace des noirs, c'est de jouer tour prend C3. Ce serait un sacrifice que les blancs ne pourraient pas accepter. Parce qu'après, B prend C3, la dame pourrait reprendre et il y aurait mat, tout simplement. Pour parer cette menace, les blancs auraient pu jouer dame D3. L'attaque aurait alors continué par tour C5 avec l'idée de doubler sur la colonne B pour s'en prendre au pion B2. Bien sûr, B4 serait une gaffe ici à cause de dame A3 et la tour C5 ne peut pas être prise à cause du mat en B2. Cela veut dire que dans cette position, les noirs vont gagner le pion C3 tout simplement. Après tour C8, non seulement les blancs n'ont pas vu du tout cette menace, mais en plus, ils ont joué un coup qui revient à saborder littéralement leur position. Ils ont joué le désastreux A3. C'est un coup désastreux parce qu'après tour prend C3, non seulement les blancs ne peuvent pas prendre la tour, mais ils doivent faire face à une nouvelle menace maintenant. Je pense que vous la voyez. Cette nouvelle menace, c'est tout simplement tour prend A3 échec, suivi du mat. On ne peut plus défendre dans cette position. Si on joue tour D3, qui a l'air de défendre le pion A3 en rayon X, les noirs ont un gain simple. Ils peuvent tout simplement jouer dame B5, qui menace de mater en B2. Maintenant, est-ce que vous voyez le gain sur tour B1? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez envie de vous exercer un petit peu. Dans cette position, les noirs peuvent gagner grâce à un double clouage. Ce qu'il faut remarquer, c'est que la dame en E2 n'est pas défendue. C'est ce qui permet aux noirs de jouer le spectaculaire tour prend A3 échec. La tour peut être prise de deux manières différentes, mais les deux perdent. La première prise, avec le pion B, mène directement au mat, puisque le pion B est cloué. Et si c'est la tour qui prend en A3, alors la dame blanche peut être prise. Après dame B5, B3 est donc le seul coup, mais tour prend D3, dame prend D3, dame prend D3, C prend D3 et tour prend B3 est une vraie bérésina pour les blancs, puisqu'ils vont se retrouver avec 3 pions de moins. Les noirs vont en effet prendre soit le pion A3, soit le pion D3. Donc après tour prend C3, les blancs n'ont pas de regret à avoir, ils n'avaient de toute façon plus aucune défense. Dans la partie, ils ont joué roi A2, et ça a permis aux noirs de finir sur une jolie combinaison qui mène au mat. Je vous laisse la chercher. En réalité, cette combinaison repose sur un sacrifice de démolition qui n'est pas très compliqué à voir. C'est tour prend B2 échec. La prise est forcée, sinon il y a mat directement en A3. Et après, roi prend B2, il n'y a plus qu'à jouer dame prend A3 échec, suivi de dame B4 échec, et après roi C1. Les blancs n'ont aucun échec valable, donc on a le temps de préparer le mat en coupant la route au roi blanc. Il suffit de jouer tour A3. Tour A1 mat ne peut plus être paré. Les blancs ont encore joué C3, mais après dame prend C3 échec, ils ont juste abandonné, puisqu'après dame C2, les noirs auraient joué tour A1 échec et mat. Vous voyez que cette variante en apparence inoffensive peut donner des chances d'attaque, mais retenez quand même que le petit roc est un petit peu dangereux pour les noirs. On peut dire que Madsen a presque roqué côté cimetière, mais son adversaire n'a pas su comment développer son attaque de ce côté-là, avant de s'effondrer lui-même face à l'assaut des pièces lourdes adverses. Si cette partie vous a convaincu, vous pouvez télécharger le fichier PGN de l'analyse en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description et l'insérer dans votre propre bibliothèque. À bientôt pour de nouveaux épisodes, et en attendant,
Pour ceux d'entre vous qui ont adopté la défense harlequin avec les noirs, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous obtenez avec cette ouverture de bons milieux de jeu et des parties intéressantes à jouer.